Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier un capteur de force composé, ce qui nous permettra de bien préparer le TD numéro 5. Donc on commencera par un rappel du principe de fonctionnement de ce capteur. Ensuite on verra que la meilleure solution pour le conditionneur ce n'est pas un pont diviseur de tension classique mais un pont de Whetstone. Et de la même manière nous verrons que pour son amplification, car le signal produit est très faible, l'amplification sera bien meilleure avec un amplificateur d'instrumentation qu'un ampli différentiel classique à 1 AOP. Nous allons commencer par le rappel du principe de ce capteur. Donc ce capteur de force est un capteur qui est dit composé, c'est-à-dire qu'en fait on aura un capteur primaire qui va passer de la force à la déformation, selon un principe que l'on appelle l'extensométrie, et un capteur secondaire qui va utiliser la piézorésistivité pour transformer cette déformation en une variation de résistance. Donc on va considérer un petit barreau de matériaux ici, de longueur L. Lorsqu'on applique une force aux deux extrémités de ce barreau, on va avoir une élongation delta L. Donc cette force consiste à appliquer une contrainte ici, si on la ramène à l'unité de surface, donc la contrainte va être la force divisée par la section du matériau en newton par mètre carré. L'élongation delta L donc est en unité ici en mètres, et la déformation, elle, est sans unité, c'est la relation delta L sur L. On peut l'exprimer directement comme ça, ou en pourcent. Bon, il y a une unité anglo-saxonne, le microstrain, qui vaut une déformation de 10-6 et qui donne l'ordre de grandeur en fait de cette déformation. Alors la déformation, quand elle reste dans le domaine élastique, on va montrer qu'elle est linéaire. Donc ce qui nous intéresse toujours pour un capteur, le fait qu'il soit linéaire. Donc sur l'axe des abscisses ici, j'ai la déformation delta L sur L, et sur l'axe des ordonnées, j'ai la contrainte appliquée, la force divisée par la section. Donc sur cette courbe, on a 4 points remarquables. Les points 1 et 2, c'est ceux entre lesquels on va utiliser le capteur. Donc c'est la limite basse de linéarité, limite haute de linéarité. Après, le capteur continue à être élastique, enfin sa déformation continue à être élastique, mais c'est plus tout à fait linéaire. Et on a une limite d'élasticité arbitraire ici, qui est fixée à une déformation de 0,2% en général ou 0,1%. Donc ce qui va nous permettre de passer de la contrainte à la déformation, c'est tout simplement la loi de Hooke. Et donc la déformation va être égale à 1 sur le module de Young fois la contrainte. Donc au repos, notre petit barreau de matériaux, il a une longueur L et une section S. Quand j'applique la force, sa longueur va passer à L plus delta L. Et comme il n'y a pas de création de matière, sa section va diminuer de delta S. Donc si la longueur augmente, la section va diminuer. Donc ce qu'on a vu précédemment, c'est que la déformation dans le sens longitudinal, c'est celle qui va nous intéresser, c'est égal à delta L sur L, et donc égal à la contrainte sur le module d'élasticité de Young. Dans le sens radial, la déformation radiale va être égale à moins le coefficient de Poisson fois la déformation longitudinale. Encore une fois, on a le signe moins parce que si on a une élongation positive, et dans le sens longitudinal, ça va réduire la section. Donc la deuxième partie du capteur, c'est de transformer cette déformation en une variation de résistance. Et là, on va utiliser l'effet piézorésistif. Alors ça a été découvert pour les métaux par Lord Kelvin en 1856 et pour les semi-conducteurs au milieu du XXe siècle par Smith. La déformation longitudinale, on l'a vu, c'est delta L sur L, et ça doit provoquer, si tout va bien, une variation de résistance delta R sur R. Alors on rappelle que la résistance d'un barreau de matériaux conducteurs, c'est R égale à ρ L sur S, ρ étant la résistivité en ohms fois des mètres, en ohms mètres. Et donc cette résistivité est naturellement très faible pour les conducteurs comme l'argent, le cuivre ou le fer. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'exprimer delta R sur R
et on va commencer par exprimer dr comme étant la somme des dérivées partielles de tous les termes, ici, donc dr sur dρ fois dρ, plus dr sur dl fois dl, et dr sur ds fois ds. Donc les deux premiers sont assez faciles à calculer, parce que en fait, ρ et L sont directement des fonctions linéaires de R, donc ça va être L sur S et ρ sur S. Pour S, c'est à peine un peu plus compliqué. Là, on a moins U' sur U2, donc en final, ça fait moins ρL sur S carré. Donc maintenant, pour passer à dr sur R ou delta R sur R, je multiplie les deux côtés par 1 sur R, et donc dr sur R va être égal, en remplaçant 1 sur R par la section divisée par la résistivité fois la longueur. Un certain nombre de trucs se simplifient et on obtient cette relation dr sur R égale dρ sur ρ plus dl sur L moins ds sur S. Alors, dl sur L c'est déjà sous la bonne forme, il me reste simplement à exprimer la variation de résistivité et la variation de section en fonction de la variation de longueur. Alors on va prendre des matériaux de section simple, comme carré ou un disque, section circulaire ou une section carrée. Et donc pour le carré ds sur S, ça va être égal à 2dA sur A, la variation du côté, 2 fois la variation du côté, et pour ds sur S, c'est 2 fois la variation du rayon. Donc on peut le montrer assez facilement, quel type d'approximation on fait pour arriver à ces formules-là. Donc ici j'ai mon barreau au départ qui est de côté A, de section carrée, avec la déformation, il peut passer à chaque côté peut passer à A plus dA. Et donc, on a remis toutes les déformations du même côté, là. Et donc, on voit que la section, donc c'est A carré. La différence de section, ça va être A plus dA au carré moins A carré. Donc, le terme A carré saute. Et il me reste 2A dA moins dA carré. Et à l'approximation premier ordre, on va négliger dA carré. En fait, là, on voit bien graphiquement ce qu'on néglige, c'est le petit carré ici qui est en bleu. Et donc ds va être égal à 2a dA. Pour la section circulaire, c'est la même chose. La section pour pi r carré, la variation de section, c'est pi facteur de r plus dr carré moins pi r carré. Les pi r carré se simplifient et comme tout à l'heure, on fait une approximation au premier ordre, donc on va négliger pi dr carré et ds va être égal à 2 pi r dr. Alors là, c'est un tout petit peu plus difficile à voir ce que ça donne graphiquement, mais il faudrait imaginer que le périmètre ici du cercle extérieur ne soit pas de pi fois le diamètre, mais soit le diamètre sous lequel on aurait enlevé dr. Et donc ça fait un petit coin ici qui serait enlevé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas ds, c'est ds sur s, donc on divise par la section et on obtient, après simplification, pour le carré 2dA sur A et pour la section circulaire ou le disque, 2dr sur R. Donc les formules sont similaires. Donc on revient à notre formule de base, dr sur R, donc dl sur L, on a vu que c'était bon, et on va s'attaquer à ds sur S pour le transformer en quelque chose qui est fonction de dl sur L. Et donc on a vu récemment, là on prend une section circulaire, que ds sur S était égal à 2dr sur R, et on se rappelle, tout au début, on a vu que la déformation transversale, dr sur R, égale epsilon t, était égale à moins nu le coefficient de Poisson fois la déformation longitudinale. Donc du coup, dr sur R, ça va être égal à moins nu dl sur L, et ds sur S va être simplement égal à moins 2 nu dl sur L. Donc maintenant, on va passer à la dρ sur ρ, à la variation de résistivité. Et donc ça, on a une formule qui nous intéresse bien avec la constante de Bridgman ici, qui est donnée pour quelques valeurs de jauge classique ou de platine. Cette constante va nous relier simplement la variation de résistivité avec la variation de volume. Donc le volume, c'est tout simplement la longueur fois la section. Donc on rappelle, on avait pris comme exemple une section circulaire. Donc ça va être L pi r carré. La variation de volume va être simplement égale à la variation de longueur plus 2 fois la variation de rayon.
Donc on peut, pareil comme tout à l'heure, si on le souhaite, développer cette partie-là pour retrouver cette formule. Donc dv, c'est la variation, la dérivée partielle dv sur dl fois dl, plus dv sur dr fois dr, qui est égale, si on reprend la formule de v et qu'on applique les deux dérivées partielles, à pi r carré dl plus 2l pi r dr. Après, comme tout à l'heure, on multiplie par 1 sur v, plein de choses se simplifient et on retombe sur notre formule. Donc voilà, on se rappelle, précédemment on avait exprimé dr sur r avec le coefficient de Poisson en fonction de dl sur l, on fait la même chose ici. Et donc à la fin, on a la variation de résistivité qui va être égale à C, la constante de Bregmann, 1 moins 2 nu, le coefficient de Poisson, dl sur L. On remet tout ça dans la formule initiale, et on voit que C facteur de 1 moins 2 nu plus 1 plus 2 nu, c'est une constante, ça ne dépend que de constante, et on va l'appeler K, et cette constante K, on va l'appeler le facteur de jauge. Et on aura simplement donc la variation de résistance qui va être égale à K fois dl sur L, ou K fois la déformation longitudinale. On se rappelle que la déformation longitudinale, c'est la première partie du capteur, c'est égal à la contrainte sur le module de Young. Donc ça va être égal à la force appliquée divisée par la section et le module de Young. Et cette relation-là est linéaire, donc nous avons un capteur parfaitement linéaire. On verra que pour ce capteur, ce n'est pas la linéarité qui nous pose problème. Comme on peut l'envisager, la variation de résistance, ça ne va pas se passer comme pour un capteur d'éclairement ou un capteur de température. La variation de résistance va être très très faible, car la déformation elle-même est quelque chose de très très faible. Et donc, on va voir comment, avec le conditionneur, faire les bons choix pour utiliser ce capteur. Donc les facteurs de jauge K, c'est des choses qui sont normalisées, ça dépend du matériau ou de l'alliage. Donc K vaut 2.1 pour le constant temps, qui est un alliage à 45% nickel, 55% cuivre, 2.1 pour le karma, et pour le platine tungstène, là c'est 4,1. Alors, la forme de ce capteur, on retrouve un peu ce qu'on avait dans le capteur d'éclairement. Pour maximiser l'effet longitudinal, on va avoir plein de formes en serpentin, avec beaucoup de pistes dans le sens longitudinal et quelques pistes dans le sens radial pour effectivement avoir de la conductivité et relier toutes ces pistes ensemble. Après, le capteur est monté sur le corps d'épreuve, sur le système que l'on désire mesurer, alors simplement par collage. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que le capteur soit vraiment solidaire avec le corps d'épreuve pour bien mesurer la déformation du corps d'épreuve. En fait, la déformation du capteur en elle-même nous intéresse pas forcément. Et donc, on va maximiser les brins longitudinaux, donc c'est la forme de ce capteur. Et sur les capteurs que l'on rencontre industriellement, le K en fait va se décomposer entre un KL et un KT, K transverse, donc K longitudinal et K transverse. Et dans la pratique, KT vaut 10-2 KL, donc on peut, dans la plupart des cas, le négliger. On aura bien d'autres sources d'erreurs qui vont être plus importantes que ça. Nous allons maintenant nous intéresser à l'utilisation de ce capteur et à son conditionneur. Donc la première chose à tester, c'est l'utilisation d'un pont diviseur de tension, ce qui est le conditionneur le plus facile à mettre en œuvre pour un capteur résistif. On va voir que ce n'est pas la bonne solution. Donc on a une très faible variation de résistance delta R sur R. Donc delta R est très faible devant R0, la résistance quand on n'a aucune force appliquée. Donc à 0 Newton, la résistance du capteur va être R0. Quand on est différent de 0 Newton, la résistance du capteur va être R0 plus delta R. Donc le pont diviseur de tension est tout simple. On est à la masse ici. On met le capteur en bas du pont. On met une résistance ici de pont au-dessus et on alimente ça par VCC. Alors si on a un microcontrôleur ou encore plus simplement une carte Arduino, VCC, on va prendre les 5 volts de la carte Arduino. Et pour la valeur de R0, on peut de manière arbitraire prendre la valeur de résistance en haut ici, on peut prendre R0 qui est la valeur à 0 Newton. Donc la tension en bord du capteur va être VC égale RC sur R0 plus RC fois VCC.
Donc R0 plus delta R sur 2 R0 plus delta R fois VCC. Le problème est que delta R, on l'a vu, est très petit devant R0. Et donc, on va le voir sur le montage. Quand on applique une force de 0 Newton ici, on a R0 qui vaut 120 ohms. Quand on applique 250 newtons sur le capteur, on va avoir la résistance du capteur de 121,8 ohms. Donc le delta R à 250 newtons va être de 1,8 ohms, qui est très très faible devant les 120 ohms de la résistance quand il n'y a pas de force appliquée. Alors pour R1, là dans le montage, on n'a pas mis la valeur de R0, on a mis la valeur optimale de R1, qui est de 120,9 ohms, et qui est en fait la racine carrée de la résistance min fois la résistance max. Donc la résistance min c'était 120 ohms quand il y a 0 newton, et la résistance max c'était 121,8 ohms. Alors si vous voulez voir les détails de calcul de la résistance optimale que l'on met sur un pont diviseur, c'est dans la vidéo capteur de température résistif PT100 à partir de 21 minutes et 45 secondes. Donc nous allons maintenant tester ce pont diviseur de tension, enfin ce montage avec le capteur dans un pont diviseur de tension. Donc je démarre le simulateur, donc j'alimente en 5 volts, ici j'ai la résistance du pont qui vaut 120,9 ohms, comme décrit précédemment, et j'ai 0 newton ici sur mon capteur. Alors juste en bas ici, si je veux mesurer la résistance du capteur, ben, c'est assez simple, je l'alimente avec une source de courant constante de 1 mA, et la tension en millivolts me donne directement la résistance du capteur. Donc là, j'ai 121,8 ohms quand j'ai 250 newtons, et j'ai 120 ohms quand j'ai 0 newton. Donc maintenant, ici, à 0 newton, le pont diviseur me donne 2,491 volts. Si je passe à 250 newtons, et je vais passer à 2,51 volts et j'aurai quasiment aucune variation de tension sur mon convertisseur analogique numérique. Donc on voit que pour ces très faibles variations de résistance, le pont diviseur de tension n'est absolument pas adapté. On a presque l'impression que le capteur ne fonctionne pas. Nous allons maintenant monter ce capteur dans un pont de Whetstone et nous allons voir que c'est bien mieux adapté à ce type de capteur. Donc on rappelle, quand on a 0 newton, on a la résistance du capteur qui vaut R0, et quand on a une force différente de 0 newton, on va avoir la résistance du capteur R0 plus delta R. Donc on alimente ce pont de Whetstone ici par une tension qu'on appelle Vin, et on voit que le pont de Whetstone, en fait, finalement, c'est assez simple. Si on raisonne en tension, on aura toujours, quoi qu'il arrive, Vin sur ce point-là, ici au-dessus du pont, et la masse, enfin, ou le moins Vin, sur le moins du Vin, sur la partie basse ici. Et donc ça va se comporter pour la tension VA, je vais avoir un pont diviseur avec ces deux résistances ici du côté gauche, et pour la tension VB, je vais avoir le pont diviseur avec les deux résistances du côté droit. Donc VB, ça va être égal à R0 sur R0 plus R0 fois Vin, donc 1,5 de Vin. Pour VA, ben, j'applique le pont diviseur pareil, donc ça va être égal à résistance du capteur sur R0 plus résistance du capteur fois Vin. Et après, j'extrais VA moins VB. Je peux mettre Vin de côté ici. Alors ça se simplifie un tout petit peu. Et la tension de sortie, VA8, qui est une tension différentielle, VA moins VB, vaudra RC moins R0 sur 2 facteurs de RC plus R0 fois Vin. Donc maintenant, je remplace RC par R0 plus delta R, parce qu'en fait, en finale, c'est plutôt delta R qui m'intéresse. Donc les R0 vont se simplifier ici au numérateur, et donc ma tension de sortie va être égale à delta R sur 2 fois, entre parenthèses, 2R0 plus delta R. Alors, le capteur était linéaire, ça c'était bien. Le pont de Whetstone rend ce capteur non linéaire. Mais on se rappelle qu'on a quelque chose d'assez important, c'est que R0 est grand devant delta R. Donc on peut s'autoriser cette simplification ici au dénominateur, et donc on va utiliser une approximation linéaire de la sortie du pont de Whetstone qui est VA8 égale VA moins VB égale simplement delta R sur 4 fois R0 fois Vin. Donc avec cette formule-là, on rappelle, on a une approximation pour arriver à la linéarité. Alors, si on veut, on peut avoir directement une sortie linéaire,
et on va utiliser le montage qui est au-dessus ici, où on va reboucler de la sortie vers l'entrée moins ici à travers le capteur, et la tension que l'on va mesurer c'est VA-VB ici aux bornes du pont, avec ce rebouclage par un ampli up. Alors c'est pas très facile à traiter quand le montage est sous cette forme. Si on le met sous une forme classique d'un montage à amplificateur opérationnel, ben on retombe sur une forme que l'on a étudiée dans des vidéos précédentes, par exemple dans la vidéo du capteur d'éclairement ou la vidéo du capteur de température. C'est le conditionneur à un seul ampli up, avec la résistance du capteur dans la boucle de contre-réaction de l'ampli up. Donc là, ça se calcule assez simplement. On a un montage linéaire, donc on vérifie bien qu'il est linéaire. Donc s'il est linéaire, l'amplificateur opérationnel va assurer que V+ soit égal à V-. Donc il me reste à définir V+. Donc là, c'est assez facile. C'est le pont diviseur ici avec R0 et R0. Donc ça va être 1/2 de Vin. En V-, on va utiliser Millman, parce qu'en V-, donc au point VA, ici, on a VOut qui arrive à travers RC, et on a Vin qui arrive à travers R0. Donc V-, quand on met tout ça en équation, et qu'on simplifie, ça va être égal à Vin sur 2. Et donc, si je fais V+ égale V-, j'obtiens Vout égale 1 sur 2 R0, Vin, 2R0 plus delta R moins 2R0 moins 2 delta R. On voit que les 2R0 moins 2R0 se simplifient ici, et Vout va être égal à moins delta R Vin sur 2R0. C'est linéaire en delta R, le seul petit bémol, c'est qu'on est en moins delta R, mais bon, c'est pas un problème. Quand on a un convertisseur analogique numérique, c'est assez facile de compenser, juste après la conversion, ce changement de signe. Donc nous, on va continuer avec le montage simple précédent, on ne va pas utiliser celui-là. Et donc, on va faire quelques mesures avec ce montage simple pour montrer comment évolue la tension différentielle en fonction du changement de la force appliquée sur le capteur. Donc, quand on a 0 Newton, on va avoir RC égale R0. Et là, les deux branches du pont sont parfaitement équilibrées. Que le pont est équilibré, et donc VA va être égal à VB va être égal à 500 mV, puisque le pont est alimenté par 1 volt ici, et VA moins VB vaudra 0 volt. Donc quand on passe à 250 newtons, la branche droite du pont n'a aucune raison de changer, les résistances sont constantes, donc sur VB on va avoir 500 mV, et là ici la résistance du capteur va changer, et donc on aura sur VA 500,3 millivolts, on aura une variation VA moins VB qui vaudra en gros 3,8 millivolts. Donc on voit que c'est quand même relativement faible et qu'il faudra, pour faire la conversion analogique numérique, amplifier ce signal VA moins VB, cette tension différentielle VA moins VB. Nous allons maintenant tester sur le simulateur ce pont de Whetstone. Donc on démarre ici la simulation. Quand j'ai 250 newtons, j'ai bien 503,773 mV, donc un écart VA moins VB ici de 3,8 mV. Quand je passe à 0, j'ai 0 volts, et ça monte linéairement en fonction de la force. Pour amplifier la tension en sortie du pont de Whetstone, nous allons utiliser un amplificateur différentiel, car on a vu effectivement cette tension VA-VB est une tension différentielle, ce n'est pas une tension qui est référencée par rapport à la masse. Donc l'amplificateur différentiel, on l'a vu dans la vidéo du cours numéro 2, c'est un amplificateur qui reçoit une tension VA sur l'entrée plus à travers le pont R1, R2, et la tension VB arrive à travers R3 sur l'entrée moins, et on a une contre-réaction de la sortie sur l'entrée moins à travers R4. Alors on va considérer une simplification qui est de mettre R3 égale R1 et R4 égale R2, et dans ce cas-là, Vout va être égal à R2 sur R1 VA moins VB. Si vous avez des soucis pour retrouver cette équation, vous pouvez consulter la vidéo sur l'amplificateur différentiel. Donc ce que l'on appelle le gain du montage, ce qui va nous servir à amplifier, c'est le rapport des résistances R2 sur R1. Donc si
on a le pont de Weston de tout à l'heure avec notre capteur ici dans la branche de gauche. Si on connecte directement ce pont de Weston, enfin la sortie VA-VB de ce pont de Weston aux deux entrées VA-VB de l'amplificateur différentiel, et que l'on fait tous les calculs, on va trouver que si on met des résistances de 100 ohms ici pour R1, il va falloir mettre une résistance de 52,6 kΩ sur R2. Alors ça pose déjà un tout petit problème d'un point de vue électronique, c'est que le gain va être très très grand, et en général, on préfère, quand on a des gains très élevés, faire deux étages d'amplification avec des gains plus modérés pour ne pas mettre l'amplificateur opérationnel en difficulté. Donc là, on va rester dans la partie un peu théorique, donc on va conserver ce très grand gain. Hein. Donc le gain, ça va être 52,6 kΩ divisé par 100 ohms. Et donc ici, on a un problème parce qu'on voudrait que notre convertisseur analogique numérique, quand on a 250 ohms, on ait 2 volts ici et on n'a que 1,23,9 volts. Alors, ce qu'on veut faire ici, c'est que à 0 newton, on veut avoir 0 volts ici, et à 250 newton, on veut avoir 2 volts. Donc à 0 volts, on a vu tout à l'heure avec le montage initial, quand le pont de Weston était tout seul, qu'il n'y avait pas d'amplificateur, qu'on avait VA égale VB est égal à 500 millivolts. Là, on note que, on le verra tout à l'heure quand on fera tourner le simulateur, que VA était bien égal à VB, donc ça ne change pas grand-chose en finale, parce que VA moins VB va être égal à 0, mais qu'on a un petit écart de tension, on n'a que 499,4 millivolts, et on se rappelle que le millivolt est important hein, pour ce capteur, parce que les variations sont de quelques millivolts. Et donc, si on est à 250 newtons, ce qui est sur le graphique ici, on a VA qui valait préalablement 503,8 millivolts et VB qui valait 500 millivolts. Et là, on a VA qui vaut 503,2 millivolts, donc on a perdu de la tension sur VA. Et on a augmenté un peu la tension sur VB avec 500,8 millivolts. Alors ça pose un problème parce que la mesure ne nous donne pas ce que la théorie nous a permis de faire pour calculer ce montage. Alors, l'explication est toute simple. Hein. Si on prend la branche de gauche ici du pont, et ben la tension VA ici, aux bornes du capteur, en parallèle du capteur, je vais avoir la résistance R1 et R2. Donc ça va venir modifier la tension aux bornes du capteur, et je ne mesurerai pas simplement la tension aux bornes du capteur, mais aussi l'effet du montage derrière qui me sert à amplifier le capteur. Alors, on a des outils en amplification opérationnelle pour ça, ça s'appelle l'amplificateur suiveur ou l'adaptateur d'impédance que l'on va mettre entre VA ici et l'entrée de l'amplificateur différentiel. Et il faudra faire la même chose ici car on a aussi un problème avec R1 ici qui vient se mettre en parallèle avec les 120 ohms ici. Donc là, on voit clairement que le montage que l'on utilise pour amplifier avec notre amplificateur opérationnel différentiel nous pose problème car il modifie la valeur, la perception de la valeur donnée par le capteur. Voilà le montage dans le simulateur. Donc à 250 newtons, on a effectivement ici une tension qui est beaucoup plus faible et on n'a plus que VA moins VB qui vaut 2,3 ou 2,4 millivolts au lieu des 3,8 que j'avais tout à l'heure. Donc c'est ce qui explique que le conditionneur ne fonctionne pas. Ici, je devrais avoir 2 volts et je n'ai que 1,23 ou 24 volts. Donc ce qui se passe, c'est effectivement que le montage ici avec l'amplificateur différentiel vient modifier la mesure donnée par le pont de Weston et il faut que j'ai une adaptation d'impédance, enfin genre d'isolement entre ce qui se passe dans le pont de Weston et ce qui se passe dans le simulateur. Alors je pourrais le faire assez facilement en ajoutant deux amplis suiveurs ici, un sur avant R1 ici au-dessus et un avant R1 ici en dessous qui arrive à l'entrée moins, ça marcherait. Mais on va voir qu'il y a un montage qui est bien mieux. Parce que si je mets des suiveurs, j'aurai un gain de 1, mais j'aurai toujours, on se rappelle tout à l'heure, qu'on avait un gain très élevé ici sur cet amplificateur opérationnel. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'amplificateur d'instrumentation. Cet amplificateur est constitué de 3 amplificateurs opérationnels. Donc on revoit le montage ici.
on va avoir VA qui va arriver sur l'entrée plus ici de l'étage numéro 1 et VB sur l'entrée plus ici de l'autre amplificateur de l'étage numéro 1. Donc ça c'est ce qu'on va appeler l'étage numéro 1. Et ici on retrouve à la tension d'offset près le même montage que ce qu'on avait juste avant, un amplificateur différentiel classique à un seul amplificateur opérationnel. Donc on retrouve nos R3, R4 comme précédemment, et si la tension d'offset qui est appelée VREF ici, mais c'est pas très heureux, on aurait mieux fait de l'appeler VOFF, si cette tension d'offset vaut 0, on retombe exactement dans le montage qu'on vient d'étudier. Donc ici, on a dit tout à l'heure qu'on aurait pu remplacer ici ça par deux montages suiveurs, mais l'intérêt de mettre deux étages d'amplification, c'est que le gain très élevé, là, qui est de l'ordre de 500, on peut le répartir sur les deux étages d'amplification, et chaque étage a un gain modéré, acceptable. Par exemple, c'est plus facile comme exemple numérique, si on avait un gain total de 400, ben on mettrait le gain 1 à 20, le gain 2 à 20, et on aurait ainsi une amplification de 400 avec des gains et donc des variations de des résistances qui seraient acceptables pour tous les montages. Donc ici, celui-là, ce montage-là, à VREF près ou VOffset près, c'est le même qu'avant, donc la sortie, ça va être R4 sur R3, VA moins VB. En fait, ici, ce ne serait pas VA moins VB, ce serait V1, V2 moins V1, ici. Et après, le but du jeu, en fait, ça va être d'exprimer V1 en fonction de VB et de VA, et V2 en fonction de VB et de VA. Alors pour ça, c'est relativement simple. Ici, tous les trois amplificateurs fonctionnent en mode linéaire, donc on peut pour les trois dire V plus égale V moins. Et en particulier, par exemple, pour celui-là ici en bas, on a VA sur V, on a VA qui vient sur V+, comme on a V+ égale V-, on retrouve VA à cet endroit-là, et donc on peut calculer V1 en fonction de VA, VB, R1, R2, simplement en considérant ce petit montage ici. Alors, si vous avez des soucis pour recalculer complètement ce montage, ben, vous prenez la vidéo de l'amplificateur d'instrumentation et tout est expliqué en détail dedans. Donc, ben, si on fait tous ces calculs ici, donc on se rappelle qu'on veut avoir 2 volts quand on a 250 newtons et 0 volts quand on a 0 newton pour pouvoir bien réaliser la conversion analogique numérique qui est derrière ici. Et donc, ben, ça, on va calculer, on va par exemple fixer R1 à 1 kΩ et calculer R2, 9,5 kΩ. Pareil, on va fixer R3 à 1 kΩ, on aura R4 à 26,5 kΩ. Et là, on va se rendre compte que ben, cet amplificateur d'instrumentation porte bien son nom. Il ne dérange pas du tout la mesure du capteur. Donc voici le montage sur le simulateur. Donc ici j'ai 0 newton en entrée, je veux qu'en entrée de mon convertisseur analogique numérique j'ai 0 volts. Tout se passe bien ici, j'ai effectivement 0 volts. Si maintenant je passe à 250 newtons, ben je retrouve la tension que me donnait le pont de Whetstone idéal, ici de 503,8 mV, 503,8 mV. Et après amplification, j'obtiens quasiment 2 volts. Donc le montage fonctionne parfaitement et l'amplificateur ne provoque aucune perturbation sur la mesure. Un petit complément à ce cours, c'est comment compenser l'effet de la température, car on l'a vu lors de la vidéo 3, un capteur résistif comme le capteur résistif à résistance de platine PT100, c'est un capteur de température. Donc dès qu'on a une résistance, en fait, on a par agitation thermique à l'intérieur du matériau de la résistance, on mesure aussi l'effet de la température. Alors, si on prend le simulateur SimulIDE, l'effet de la température sur le capteur est simulé. Donc je prends par exemple une force de 150 newtons à une température ambiante de référence de 20 degrés. La sortie va être égale à 1,203 volts. Et le convertisseur analogique numérique va me donner 99 en hexadécimal ou 153 en décimale sur une échelle qui va de 0 à 255 car j'ai pris un convertisseur 8 bits. Si
si j'ai 150 newtons toujours, mais que la température cette fois-ci est à 60 degrés, ben, la tension de sortie va monter avec l'augmentation de la résistance due à la température. Et au lieu d'avoir 1,203 volts, j'aurai 1,396 volts. Sur le convertisseur, ce sera marqué B2 en hexadécimal et donc 178 en décimal. Et donc, si je ne sais pas que je suis à 60 degrés, si je considère que je suis toujours à 20 degrés C, et ben, si j'applique une force de 170 newtons, j'aurai 1,363 volts, donc quelque chose de très proche des 150 newtons que j'avais réellement, mais avec une température de 60 degrés. Donc du coup, je fais une erreur de l'ordre de 20 newtons dans ma mesure, simplement par un écart de 40 degrés en température. Alors on va vérifier tout cela sur le simulateur. Donc ici, je mets 150 newtons et la température, je double-clique, la température ici est de 20 degrés et correspond à la température ambiante de référence. Donc je stoppe et je redémarre pour bien prendre en compte. Et ici, en sortie, j'ai 1,203 volts et 99 comme code sur mon convertisseur analogique numérique, en sortie de conversion analogique numérique. Donc maintenant, je vais arrêter. Je vais monter la température à 60 degrés. Et là, quand je redémarre mon capteur, la tension ici en sortie est passée à quasiment 1,4 volts, 1,396 volts, et le convertisseur, au lieu de marquer 99, marque B2. Donc, on va voir comment compenser ce phénomène d'augmentation, de prise de mesure à une température qui est différente de la température de référence. Maintenant, nous allons voir que le pont de Whetstone, en fait, qui nous avait bien servi déjà pour mieux mesurer le capteur qu'un pont diviseur de tension classique, va aussi nous servir pour compenser la température. Donc si on reprend la formule générique, le montage générique du pont de Whetstone, avec la résistance du capteur et trois résistances R1, R2 et R3, donc classiquement, on va dire que le pont de Whetstone il est constitué de deux ponts diviseurs indépendants, l'un alimenté par Vin et passant par R1 et RC, et l'autre alimenté par Vin, là sur la branche de droite, passant par R3 et R2, qui me donne le calcul de VB. Donc VA, ça va être égal à Vin RC sur R1 plus RC, et VB va être égal à Vin R2 sur R2 plus R3. Quand on met tout ça ensemble et qu'on simplifie, on obtient la tension différentielle VA moins VB, qui va être égale à Vin RC R3 moins R1 R2 sur R1 plus RC, facteur de R2 plus R3. Et donc, pour compenser ce qui se passe sur le capteur ici, et en particulier l'accroissement de la résistance due à la température, je vois qu'il y a un terme qui se soustrait ici, qui est R1 fois R2. Donc je peux prendre a priori quasiment indifféremment R1 ou R2 pour compenser la dérive de température du capteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un capteur à la place de R1 ou de R2, qu'on appelle le capteur de compensation, et ce capteur, lui, n'aura aucune force appliquée. Il aura 0 newton de force et il va juste être sensible à la variation de température. Donc pour récapituler, les deux solutions sont, la première c'est de mettre R3 égale R2 égale R0, comme sur le montage précédent, et de considérer R1 comme capteur de compensation. Et la deuxième solution, c'est de mettre R3 égale R1 égale R0 et de prendre R2 comme capteur de compensation. Alors, c'est celle qui semble la plus logique de prendre R2 parce qu'on fait dans la branche VB la même chose que ce qui se passe dans la branche VA avec le signe négatif. Mais on va voir que aussi bien R1 et R2 sont utilisables. Donc la vérification, premier cas de figure, je prends R1 comme capteur de compensation. Donc R1, ça va être R0 plus delta RT. Donc le delta de résistance, la variation de résistance due à la température. Car quand on a une force de 0 newton, le delta R va être égal à 0. On rappelle que R1 n'est pas soumis à la force. Le capteur, lui, RC, est soumis à la force. Donc sa résistance, c'est R0 plus delta R, qui est le résultat de l'application de la force, plus delta RT, qui est le résultat du changement de température.
Et donc R2 égale R3 égale R0. Quand on reporte tout ça dans l'équation de VA moins VB, il y a pas mal de termes qui se simplifient. Ici le R0 plus delta RT et ici le moins R0, R0 plus delta RT. Les R0 se simplifient au numérateur et au dénominateur. Et ici, on considère que la variation de résistance R0 que la résistance R0 est grande devant delta R et elle est aussi grande devant delta RT. Donc, du coup, ça nous fait une sortie en fait qui ne dépend pas de delta RT, donc c'est ce qu'on voulait, qui ne dépend pas de la température. La seconde solution, c'est de mettre R2 comme capteur de compensation. Donc la résistance de R2 va être R0 plus delta RT, lui va être soumis à la température mais pas à la force. Le capteur, lui, est soumis aux deux. On remplace ici dans l'équation de VA moins VB et tout se simplifie assez facilement. Et donc on peut dire que le résultat, en fait, ici, est aussi égal à Vin après approximation en considérant R0 grand devant delta RT et devant delta R. Vin ne dépend pas de delta RT, enfin VA moins VB égale Vin delta R sur 4 R0 ne dépend pas de delta RT, mais dépend juste de delta R. Alors on peut tester ça sur le simulateur. On reprend le cas de figure précédent. On avait une force de 150 newtons à T égale 60 degrés. Et là, on va voir que si on applique la compensation en température, donc là on a choisi de remplacer R2 par le capteur de compensation. Et donc, quand on avait une température de 20 degrés, on avait 1,203 volts. Quand on avait 60 degrés, on avait 1,396 volts. Et là, quand on lance la simulation, on va voir qu'on va obtenir 1,201 volts. Donc c'est très très proche de 1,203 volts. Donc on peut considérer que la compensation en température fonctionne, malgré les petites simplifications qu'on a faites en considérant R0 est très grand devant delta RT. Nous allons maintenant vérifier tout cela sur le montage. Donc ici, on a notre capteur avec 150 newtons de force appliquée sur ce capteur et on a une température de 60 degrés. Le capteur de compensation ici est mis dans l'autre branche du pont de Weston. On aurait pu très bien le mettre ici au-dessus. Et donc la résistance de compensation, elle est aussi à 60 degrés. Elle a la même température que le capteur, mais on a 0 newton appliqué sur ce capteur. Donc je lance la simulation et j'obtiens ici 1,201 volts. Donc je rappelle qu'il aurait fallu, pour être tout à fait rigoureux, avoir 1,203 volts, mais bon, c'est très très proche et on considère que c'est similaire. Et donc la compensation en température fonctionne. Donc normalement, si on monte à 250 newtons, on devrait avoir 2 volts. Voilà, 1,996 volts au lieu de 1,999, donc c'est tout à fait acceptable.